un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bienvenue sur l'émission de veloclub.net, les commissaires de course. Aujourd'hui, c'est spécial Giro, comme on vous en avait parlé. Donc, à mes côtés, pour parler de la course italienne, j'ai Charles, alias Charlix. Salut à tous. Greg, qui est Kivolanov sur le forum. Et bonjour tout le monde. Baptiste, alias Allez, la SSE. Bonjour à tous. Et enfin, Cédric, qui n'est autre que JFK. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va brièvement reparler de ce qui s'est passé ces premiers jours du Giro. On a choisi pour vous en parler de parler chacun d'un coureur qui nous a marqué cette semaine, avant bien entendu de parler plus en profondeur de la première grosse arrivée au sommet aujourd'hui, l'arrivée à l'Etna. Donc tout d'abord, on va commencer avec Greg. Toi, tu voulais nous parler, je crois, du sprinter italien Elia Viviani. Ah oui, solution un peu de facilité, je le reconnais. Lors des deux étapes passionnantes, je pense, vous êtes tous régalés à regarder ces deux étapes très animées, avec un suspense important. Et Viviani, qui est un peu le seul top sprinter de la start list, s'est imposé. Donc sans surprise, j'ai envie de dire. Alors, je remarquerai juste quand même, c'est bizarrement sur la première étape, les quick-steps sont venus très tard devant, mais qu'il s'est quand même imposé. Il a été très costaud en remontant Mareshko. Et donc, une nouvelle fois, les quick-steps, il commence le Giro. On s'est dit, on se pensait tranquille en disant les classiques, c'est fini. Ils vont laisser les victoires aux autres. Eh bien non. Les deux premières étapes en ligne du Giro, c'était pour eux. C'était une équipe d'ailleurs qui était vraiment préparée pour scorer lors des sprints. Ah, tout à fait. Ben oui, c'était. De toute façon, Quickstep, c'est une grosse équipe. Et de toute façon, je crois que c'est Charles qui voulait aussi nous parler de Charman. Ouais, c'est ça. C'est sur Quickstep. C'est le coureur que j'ai retenu pour ce début de Giro. Alors, il n'a pas gagné, mais je l'ai trouvé assez impressionnant parce qu'il a subi 2 chutes ou 2 ralentissements, je crois, sur les 2 premières étapes siciliennes. Et à chaque fois, il a réussi à se replacer dans le peloton et il signe un bottom 5. Il fait 4e hier à Santa Ninfa. Et je trouve qu'il est assez impressionnant. On l'avait déjà vu à la Flèche Wallonne terminer dans le top 10, 8e si je ne me trompe pas. Et je ne serais pas étonné de le voir remporter une étape d'ici la fin du Giro. Surtout que ces performances ont été faites après des chutes. Oui, c'est ça qui a été le plus impressionnant. Surtout que le peloton était assez fourni au moment où il chute et il réussit à remonter, donc à faire un gros effort pour se replacer tout en finissant dans les premières positions du peloton ensuite. Cependant, lui n'a pas gagné d'étape, au contraire du troisième coureur dont on va parler. C'est Baptiste qui voulait nous parler du vainqueur d'hier. Oui, Enrico Battaglin qui s'est imposé effectivement hier. Et c'est un peu une résurrection parce que Enrico Battaglin, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas gagné et c'était déjà une étape du Giro. Et à l'époque, c'était chez Bardiani. Depuis, il était passé donc, chez Lotto Jumbo où il est toujours. Et honnêtement, il avait un profil très intéressant quand il était à la Bardiani. Bon grimpeur, pointe de vitesse intéressante. En fait, les qualités qu'on a vues hier. Sauf que franchement, moi, j'avais renoncé, quoi. Je me disais, ça y est, il ne retrouvera plus jamais ce jump qu'il avait. Il n'arrivait pas du tout à avoir des résultats chez l'Auto Jumbo. Et là, cette semaine, déjà à la veille, il est pas loin de gagner sur une côte vraiment difficile où Tim Wellens s'impose. Et là, sur un sprint plat, il était vraiment au-dessus du lot. C'est assez remarquable et vraiment, je désespérais de revoir ce coureur à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est de voir que l'Auto Jumbo l'a pas lâché. C'est la 3e saison qu'il fait chez eux et il continue régulièrement d'avoir un rôle au sein de l'équipe important, à être leader sur des courses qui peuvent lui convenir, mais où il n'obtenait pas de résultats jusqu'à présent. Il n'a toujours pas gagné chez l'Auto Jumbo en 2 saisons et demie quand même. Voilà, c'est plutôt bien pour le cyclisme italien aussi de retrouver des coureurs un peu de ce profil-là. Il y en a souvent dans le cyclisme italien des punchers un peu comme ça, rapides au sprint, qui passent des bosses comme il faut. Et c'est dans la pure tradition du cyclisme italien. J'étais surpris, mais plutôt content de revoir ce coureur à ce niveau-là.
D'accord. Et pour Cédric, alors, ça a été le fil rouge, ou plutôt le fil rose de la semaine, puisque tu veux nous parler de Juan de Nice pour ta part. Oui, en effet, Benjamin, Juan de Nice, qui n'a non plus pas gagné d'étape, du moins cette année. Si je l'ai choisi, c'est tout simplement parce que il a eu la bonne idée d'aller jouer la bonif lors de la première étape en ligne, ce qui était une stratégie assez originale dans le sens où quand on voyait BMC rouler derrière l'échappée, on se demandait pourquoi. C'est juste avant le sprint intermédiaire qu'on a compris qu'ils allaient jouer la bonif, ce qui lui a permis de prendre le maillot à Tom Dumoulin qui avait gagné le prologue. Il est resté 4 jours en rose et ainsi devient l'un des rares coureurs en activité à avoir porté le maillot de leader sur les 3 grands tours. Et ça, c'est quand même une performance qu'il faut noter malgré tout. Aujourd'hui, la stratégie BMC est un petit peu bizarre vu qu'on les avait roulés un long moment, sachant qu'il allait sûrement perdre du temps. Il a perdu du temps aujourd'hui, plus d'1 minute, mais malgré tout, il reste encore 6e au classement général. Donc son début de Giro est vraiment très bon. Il a porté 4 jours le maillot rose, donc félicitations à lui. D'accord. Et quant à moi, j'ai choisi un coureur pour faire la transition des étapes de plat jusqu'à la montagne. C'est Jacob Maresco, donc qui n'a pas gagné d'étape et qui a pourtant fait une seconde place lors de la première étape en ligne, puis une 4e le lendemain. C'est un coureur qui est jeune, c'est un Italien, un sprinter, qui a préparé le Giro selon les invitations de son équipe. C'est sur des courses au point 2, Tour du Maroc. Il a même fait le début du Tour de Bretagne, donc je trouvais ces résultats pas mauvais vraiment par rapport à sa préparation. Et puis parce que c'est quelque chose qu'on a tous remarqué, en particulier pour ceux qui jouent au célèbre jeu du forum, l'Orig par élimination. C'est-à-dire que tel Guylain Lambert dans le film, lui et toute son équipe font un train pour finir dans les délais. À chaque étape où c'est un peu vallonné, c'est assez drôle. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'était une arrivée au sommet, une étape de montagne, et une étape de montagne remportée par Juan Esteban Chavez devant son coéquipier Simon Yates. Et Thibaut Pinot, le français, règle le groupe des favoris. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu de cette étape? Bien, j'ai fini par Cédric, je vais reprendre par Cédric également. Alors, c'est une étape que j'ai vraiment beaucoup aimée aujourd'hui. Le spectacle était garanti plus ou moins tout au long de la journée. Le début a été vraiment assez intéressant en voyant cette immense échappée de combien? Presque 30 coureurs, non, si je me rappelle bien. 25 ou 25, ouais. Mais c'est un groupe vraiment conséquent avec de grosses équipes représentées. Il y avait de FDJ, il y avait des gens de UAE, il y avait aussi des Sky. Et il y avait Chavez au milieu. Donc, un sujet de conversation qu'on a eu au début de la journée, c'était de se demander mais pourquoi est-ce qu'il pouvait être présent et pourquoi est-ce que derrière on n'a pas roulé. Ils ont réussi à atteindre le pied de la dernière ascension avec assez d'avance pour qu'ils puissent se jouer la victoire. Et finalement, toute cette montée de l'Etna était quand même assez plaisante à suivre. Et vraiment, en tant que spectateur, téléspectateur plutôt, j'ai vraiment apprécié cette étape. Je suis assez content du doublé de Chavez et de Yates, même si tout le monde va peut-être pas forcément l'apprécier. Et vraiment, en tant qu'amateur, j'ai tout simplement apprécié l'étape. Mais peut-être que d'autres ont un avis différent. Et je vois que Charles voulait réagir. Ouais, je voulais évoquer le début d'étape et ce gros groupe d'échappés dont tu parlais, Cédric. Moi, pendant un bon moment, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais je me suis dit que ça pouvait être le gros coup de Trafalgar de ce Giro, de voir Chavez devant et l'avance qui est rapidement montée à 4 minutes. Au final, les BMC ont réussi à maintenir l'écart, mais je trouvais ça assez intéressant, ce petit moment où tu te demandes de quel côté ça va basculer. Et il y avait aussi, par rapport à ça, une question que je me posais, je ne sais pas si l'un d'entre vous aura la réponse, pourquoi la BMC a fait le forcing en tête de peloton et s'est pas contenté de rouloter gentiment? Oui, c'est vrai que ils avaient le maillot rose, mais bon, on pouvait se douter que Juan de Nice allait le perdre. Je t'avoue que moi-même, je suis un peu circonspect. Je dirais que peut-être que Juan de Nice se sent bien, tout simplement, et croyait en ses chances. Moi, peut-être aussi, autre hypothèse, ils attendaient du soutien, c'est-à-dire ils ont commencé à mener un train en attendant que d'autres équipes viennent les aider pour revenir sur l'échappée. Voyant que ça n'arrivait pas, ils ont lâché. Ils ont peut-être tenté le coup. Allez, on essaie un peu de voir si d'autres viennent rouler avec nous. Mais ils ont roulé quand même fort pour finalement un coureur qui avait
fortes chances de perdre le maillot. Moi, je me souviens par exemple au Tour de France 2011, Vauclair qui refuse maillot jaune sur le dos, que Pierre Rolland a roulé, c'était l'étape du Galibier remporté par Andy Schleck. C'était non, nous on peut pas gagner le Tour de France. Laisse les leaders s'en occuper. Et connaissant les approximations tactiques de la BMC, est-ce que le fait qu'ils aient roulé, c'est pas parce qu'ils se sont dit tiens, et devant il y a Chavez, il y a Henao, il y a Omen, etc. Est-ce qu'on préserve pas déjà le top 10 ou le futur probable top 10 de Rohan Dennis? Ou alors il y a eu une chute, et vu qu'ils sont habitués à rouler sur chute, c'est un peu salaud de dire ça. Mais à propos de la composition de l'échappée dont parlait Charles, moi je me suis posé la question, c'est quand est-ce la dernière fois sur un grand tour on a vu une échappée avec autant de bons coureurs, Chavez comme un potentiel podium ou au moins top 5 sur le Giro. C'est rare en fait. Normalement ces échappées-là, puis après je te passe la main Baptiste, je crois que tu voulais intervenir, normalement ces échappées-là avec des mecs costauds, entre guillemets, on les voit plus en fin de tour quand ils sont un peu plus loin en général. Enfin ce qui me semble, après je peux me tromper. C'est ce que je voulais dire, c'est des échappées qu'on voit plutôt en troisième semaine qu'en première d'habitude. Je pense que ce qui a maintenu l'écart aussi, honnêtement, je pense que BMC il serait pas arrivé toute seule si devant ça avait roulé à bloc. Je crois que ce qui a un peu condamné l'échappée aussi, c'est que la plupart des mecs qui étaient devant, aussi forts qu'ils puissent être, et avaient des leaders derrière, quoi. Et il y avait que Chavez qui avait sur le papier, chez Mitchelton, on sait pas trop qui a le leadership. Donc lui peut le revendiquer autant qu'un autre, d'autant qu'il a un dossard qui se termine par 1 derrière. Mais Henao, il avait Froome, il y avait d'autres cas comme ça. Ulissi, il avait Haru, et je sais plus trop qui y avait encore dans l'échappée là. Mais il y avait à chaque fois comme ça, il y avait un leader. Il y avait que Chavez qui était un peu l'épouvantail, et je pense que devant, on a plus rouloté par commodité, sans pour autant essayer de donner plus que ça d'avance à Chavez. Et d'ailleurs, c'est Jack Haig qui a fait le plus gros du boulot dans l'échappée, parce que c'était l'équipier de Chavez chez Mitchelton. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça que BMC a fait ça, et qu'il n'y a pas vraiment eu besoin en fait de leur filer un coup de main. Et je pense que Dennis, par ailleurs, sans doute, espérait conserver le maillot rose aujourd'hui, puis sans doute encore quelques jours. Donc, même si je pense qu'il ne se fait pas d'illusions sur la victoire finale, mais ils ont le maillot, ils le défendent. Dennis, il fait top 15 aujourd'hui, donc c'est pas non plus un rigolo. C'était pas un sprinter pour le maillot rose, quoi. C'était quand même assez bancal, parce qu'au final, si je me trompe pas, il avait une seule seconde d'avance sur Dumoulin, donc c'est assez présomptueux de penser, enfin pour lui en tout cas, de penser qu'il puisse conserver sur une ascension comme ça sa seconde d'avance, quoi. S'il avait eu 30 secondes, tu vois, aux 40 secondes, j'aurais compris, mais ce vraiment faible écart, c'est ce qui m'a amené vraiment à m'interroger, quoi. Mais on peut additionner 2 facteurs. Le premier, c'est que le maillot rose, ça se respecte, et que donc l'équipe du maillot rose doit rouler, ce qui est plus ou moins une convention. Mais aussi, je crois que c'est toi, Charles, qui le mentionnait, une sorte de vision à plus long terme. On se dit qu'il y a des gens qui sont potentiellement dangereux au classement général sur les 3 semaines devant. Et donc, il y a quand même intérêt à rouler, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer plus tard. Et on n'est pas dans le cas d'un sprinter pur qui sait qu'il va de toute façon perdre 10 minutes lors de l'ascension finale et plus jamais avoir une chance de remonter. Donc là, vu qu'il est dans ce statut un petit peu hybride, pas un top de la haute montagne, mais non plus pas quelqu'un de très mauvais dans ce domaine. Et donc, autant rouler, sait-on jamais. Et ça n'a pas été un effort qui va se payer énormément pour l'équipe non plus, sachant qu'après, il y aura d'autres équipes qui vont prendre en main la course. C'est juste un dernier point avant de te redonner la parole, Charles, c'est de voir l'équipe Sky qui, comme souvent sur le Giro, mais un phénomène assez rare, a vraiment pas pris la course en main aujourd'hui, à part les gens dans l'échappée, mais sinon, on les a pas vus rouler. Et ça change, et ça fait un peu de bien aussi. D'ailleurs, justement, je voulais rebondir sur cette équipe Sky, sans parler forcément de Froome tout de suite, mais plus sur le niveau de l'équipe. Je sais pas vous, mais moi j'ai été vachement surpris par un mec comme De la Cruz. Je le pensais vraiment plus fort que ça. Et le voir sauter comme ça, rattraper rapidement par le peloton, faire 500 mètres, 600 mètres avec celui-ci, et se faire complètement larguer. Enfin, je trouve que la Sky n'est pas forcément au niveau qu'elle a l'habitude d'afficher. Et même si jamais Froome arrive à hausser le sien, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça. C'est peut-être pas une période qui correspond vraiment à la Sky, au-delà des problèmes qu'il y a pu avoir cette année, notamment pour Wout Poels qui est tombé sur Paris-Nice, donc il a un manque de rythme, mais ça se voit qu'il est un peu hors de forme. Je pense que ça ira mieux au fil des jours. C'est vrai que De la Cruz, il n'est pas au niveau qu'il était l'an dernier. Et quant à Chris Froome, il a chuté avant même le départ du Giro.
sévèrement. Kenny Ellison est au niveau auquel on pouvait l'attendre, mais en fait, je me demande si c'est pas surtout par rapport aux problèmes qu'ils ont eu, également la période de l'année où est le Giro qui leur pose souci pour la préparation. Mais même Henao, tu vois, au final, il a filoché pendant toute l'étape et il n'est pas forcément capable de suivre Chavez dans l'ascension finale. Ouais, après. Oui, vas-y, Baptiste. Henao comme De La Cruz, honnêtement, c'est pas tellement une surprise. Sur leur dernière sortie avant le Giro, ils sont à la peine déjà. Moi, j'étais un peu surpris de l'équipe qui entoure Froome au Giro parce qu'il y avait quand même pas... Dans les grimpeurs censés l'épauler, il y a quand même pas mal de mecs qui avaient des signes inquiétants. Le Tour des Alpes de La Cruz, il était très inquiétant. Est-ce qu'on y croit chez Sky, du coup, vu la compo? Moi, je pense pas. Ouais, je sais pas, mais après, on compare souvent avec le Tour de France, mais il faut considérer également que la Sky au Tour de France a souvent le maillot jaune et ça donne quand même un petit bonus mental aux équipiers, même si ça ne fait pas tout, bien évidemment. Donc j'attends de voir. Là, par rapport à toutes les affaires qui secouent la Sky ces derniers mois, je peux comprendre qu'il soit. Parce que moi, ce qui m'interroge par rapport au fait qu'on y croit justement ou pas chez Sky, c'est l'idée qu'on n'ait pas ce 4x4. Ce mec qui est capable, comme Moscon ou Kwiatkowski, d'être brillant sur tous les terrains et justement d'accompagner Chris Froome de la meilleure des manières. Et quand j'ai vu la composition Sky pour le Giro, puis tiens, il n'y a pas justement ce genre de mec-là et je trouve ça curieux. Enfin, d'habitude, il se loupe pas là-dessus et j'étais vachement étonné. Il y a Karienka. Oui, c'est ça, c'est normal, c'est le rôle un peu de Kirienka. C'est le 4x4 discount aussi, c'est pas... On l'a pas beaucoup vu, c'est vrai, mener le train comme il le fait parfois sur le Tour de France. Ouais. Après, justement, est-ce que le souci pour les deux coureurs, Moscon et Kwiatkowski, c'est pas le fait que ce sont des coureurs qui peuvent être forts sur les classiques et qui n'avaient pas le temps de faire 2 pics de forme entre les classiques et le Giro? Que pour moi, si t'es sûr de toi, chez Sky, il y a un moment, t'emmènes Bernal. Enfin, vu la forme, si t'es sûr de Froome, tu le prends, quoi. Et oui, mais est-ce qu'il n'y a pas l'histoire des présélections avant Grand Tour qu'il faut donner plusieurs mois avant? Parce que Bernal est quand même assez jeune, est-ce qu'il... Non, parce qu'on a l'exemple de Contador, je crois, ou Nibali, je sais plus lequel, avait pris le départ du Giro, soi-disant, après être passé par la plage, non? Baptiste, tu te souviens de ça? Oui, mais je crois qu'il n'y avait pas encore ces histoires de préliste à l'époque. C'était en 2008, là, c'est le fameux Giro qui gagne... effectivement contre devant Rico et compagnie, une belle édition d'ailleurs. Mais non, je crois que c'est arrivé après. Mais bon, c'est des listes assez élargies. Je crois qu'il y a quand même 14 noms couchés dessus. Enfin, bon, je sais pas. Après, c'est vrai que le début de saison de Bernal n'a pas été celui qu'il aurait dû être, donc ils avaient sans doute pas pensé à lui pour la course. Après, pour mettre un bémol à ce qu'on dit aussi, il y a 3 Sky dans les 20 aujourd'hui. C'est la seule équipe qui en a 3 dans les 20. Ouais. Non, en fait, c'est pas que la Sky est faible, c'est qu'on est tellement habitué à aller voir écraser la course que ça change un peu. Par contre, une équipe qui a vraiment fait quelque chose aujourd'hui, c'est la Mitchelton Scott, avec ce doublé, donc Thierry Yates. Greg, toi, t'en as pensé quoi de cette équipe? Impressionnant. Enfin, assez impressionnant, hein, Yates, dans son démarrage, j'ai trouvé, parce qu'il les a tous laissés sur le carreau. Hein. Voilà, j'insisterai surtout sur ça, sur le côté que Simon Yates, là, s'est repositionné alors au général, mais aussi comme un vrai favori, alors que c'était un coureur qu'on savait performant sur les courses d'une semaine, mais qu'on ne savait pas s'il pouvait jouer la gagne sur un grand tour. Peut-être que là, aujourd'hui, avec son démarrage, il termine deuxième en laissant son coéquipier gagner, il s'affirme maintenant comme un candidat, à mon avis, au Giro. Est-ce que vous y croyez à Simon Yates? Alors, ça dépend. Précise ta question, s'il te plaît. Est-ce que vous croyez à Simon Yates en vainqueur ou sur le podium? Sur le podium, peut-être. En vainqueur, je ne pense pas. Je pense que sur les enchaînements de grands cols, et notamment sur une étape comme le Finestret, il va passer à la trappe. Et il a le défaut de ses qualités. Et ses qualités, c'est notamment ce punch. Ce punch qui lui permet de décrocher tout le monde, au-delà de sa force. Hein. Mais c'est un punch que n'ont pas les purs grimpeurs. Là, je crois qu'il est sorti sur du 4-5%. Il faut vraiment amener de la force, mais en contrepartie de ça, sur les grandes ascensions qui montent haut longtemps, qui s'enchaînent, je pense qu'il sera plus limité. Je suis assez d'accord avec Benjamin. Je vois peut-être sur le podium, mais
Le Zoncolan notamment, à mon avis, va faire peur et va être l'étape qui va écarter ceux qui ne sont pas des purs grimpeurs et qui peuvent perdre beaucoup de temps sur cette étape. Baptiste. Je suis d'accord avec ça aussi. Je ne vois pas du tout Simon Yates comme un potentiel vainqueur du Giro. Mais par contre, je pense qu'on va en bouffer un moment. Parce que l'étape d'aujourd'hui, l'arrivée d'aujourd'hui, c'était vraiment une arrivée pour Simon Yates, mais ce n'est pas la dernière. Montevergine samedi, c'est juste la quintessence de la montée plate. C'est un sprint à 25. Donc, autant vous dire que Simon Yates, il va kiffer. Le lendemain, c'est très longtemps du faux plat, très long, hein, mais faux plat. Il y a juste, en gros, les 5 derniers kilomètres qui sont à quelque chose comme 8%. Et c'est pareil, en fait, du coup, même si ça va être très usant avant, ça va être un peu une espèce de Montfaron au bout d'une montée très longue. Et ça, c'est typiquement du Simon Yates aussi. Et après, il y a juste effectivement le Zoncolan, où là, ça va être un premier test, mais le Zoncolan, il n'est pas abordé non plus avec des grandes difficultés avant. Et voilà, les vrais taponnés, ils sont plus loin, quoi. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes qui collent bien à Simon Yates. Et même si j'ai du mal, effectivement, à croire en lui pour une victoire finale, s'il a la forme comme ça sur 3 semaines, ce qui n'est pas dit non plus, parce que c'est aussi un coureur de course d'une semaine plus que de grand tour, je trouve. Et que donc, si au bout de 7-8 jours, il est bien, je demande à voir au bout d'une quinzaine. Et par ailleurs, chez Mitchelton, alors bon, il y a qu'à Krosiger qui est réglé parce qu'il a pris 5 minutes aujourd'hui, mais il va peut-être falloir à un moment aussi trancher entre Chavez et Yates, parce que là, Yates va être en rose, donc leader de facto, mais Chavez, on a vu aujourd'hui qu'il avait quand même un peu la jambe aussi. Enfin, voilà, ça peut quand même, heureusement d'ailleurs, moi quand Yates a démarré, je me suis dit que ça allait très mal se passer chez Mitchelton, parce que ça aurait pu quand même, s'il allait doubler de Chavez dans la dernière ligne droite et gagner l'étape en pensant au général et en prenant le plus de secondes possible, je vous dis pas l'ambiance au dîner ce soir, quoi. Donc heureusement il a pas fait ça et ils se sont mis d'accord, mais bon voilà, tu sens que c'est long 15 jours, quoi, et ça peut s'envenimer très vite ces histoires-là. Surtout que là il sort seul, mais imaginons qu'il y a un gars qui le contre. Là, en effet, comme tu dis, ça aurait pu mal se passer. Charles, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, comme Baptiste, je vois mal Yates tenir jusqu'au bout. Je pense qu'il va garder son maillot rose, peut-être jusqu'au Zoncolan, quoi, mais je le vois mal aller au-delà. Je le vois comme toi louper un peu d'endurance sur 3 semaines et trop limité en haute montagne pour tenir. Franchement, je le vois pas dans le top 5 à l'arrivée. Après, l'an dernier, il avait fait un vrai beau Tour de France, hein. Ouais, mais toujours en retrait. Enfin, pour moi, il lui manque un petit truc. Tu vois, il va perdre du temps sur le chrono aussi, forcément. C'est ça. Enfin, je crois plus en Chavez. Pour moi, celui qui a fait la vraie bonne opération aujourd'hui, c'est Chavez, qui revient à 26 secondes au général. Au final, chez les favoris, il n'y a que Dumoulin devant lui. Dumoulin, justement, en parlant de bonne opération, une étape où il n'a pas perdu de temps, on mise sur Chavez et Yates, mais on sait qu'il a quand même un gros potentiel, un avantage potentiel assez conséquent sur le contre-la-montre. Oui, Charles? Mais par rapport à Dumoulin, justement, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez Tom Dumoulin aussi fort que l'an dernier en début de Giro? Non. Il n'est pas aussi impressionnant, en tout cas. Ça, c'est clair. Il a été très fort sur le contre-la-montre. Il a quand même tapé un grand coup sur la table. Et aujourd'hui, non, il n'était pas trop fort. Mais attention, ça peut être également peut-être un jour moins bien. Il n'a quand même pas été lâché comme Chris Froome. C'est des gars qui, en effet, on voyait qu'ils étaient un peu dans le dur. Encore plus Froome que Dumoulin. Mais oui, Cédric? Oui, il n'avait pas l'air... bon, il était lâché, mais il n'avait pas l'air super inquiet non plus. Je l'ai trouvé assez serein, Dumoulin, quand même, sur cette montée. Donc c'est clair qu'il n'a pas donné une impression de puissance extrêmement grande, mais il n'avait pas l'air d'être mal non plus. Donc est-ce qu'il est monté un petit peu, pas en dilettante, mais tranquillement, sans rien attendre Est-ce que l'an dernier, sur une arrivée comme ça n'aurait pas été lui qui aurait fait le sprint au groupe des favoris comme Pinot? C'est vraiment une montée pour Dumoulin. Hein. C'est vraiment un col à Dumoulin, ça. Hein. Où tu peux envoyer du braquet sur les portions roulantes, où il y a de temps en temps des petits passages plus durs, où lui, il aime bien quand ça monte dur, mais pas longtemps. Enfin, voilà, je trouve qu'effectivement, l'an dernier, à mon avis, dans la forme de l'an dernier, il mettait une race à tout le monde là-dessus, et c'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui, quoi. C'est ce que je pense aussi, que l'an dernier, il aurait gagné l'étape. Il y a quelque chose qui me fait un peu m'inquiéter entre guillemets sur Dumoulin, c'est que je pense que sur la filière endurance, c'est pas le meilleur. Et je le voyais plus prendre de l'avance au début pour baisser en régime sur la fin, et le voir là, pas forcément au top. Je me dis qu'il aura du mal à gagner le Giro. Surtout que là, il est en fin de groupe avec Froome, mais on a l'impression que si jamais devant, c'était allé un peu plus vite, ça va un peu accélérer sur la fin.
notamment Thibaut Pinot et Bennett, eh ben, il aurait pu perdre alors pas grand-chose, mais quelques secondes. On a Oui, trois qui moi- faisaient des plastiques comme ça, c'était Dumoulin, Froome et Harou. C'est les trois qui, si ça avait démarré un peu plus tôt, ou si quand ils partent à 4 ou 5, là, ils s'entendent, ils auraient pris un petit pet, quoi. Et effectivement, et je pense que c'est les trois finalement, c'est les trois qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, quoi, parce que sur le bilan comptable, ils n'ont pas perdu grand-chose à part sur Chavez et Yates, alors que ça aurait pu être plus douloureux que ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quand même ces trois coureurs, Froome, Harou, Dumoulin, qui sont arrivés dans un état de forme douteux au Giro et dont on peut penser qu'ils seront mieux en troisième semaine, qu'ils peuvent monter en puissance. Donc, quelque part, c'est peut-être une occasion perdue pour les autres aujourd'hui que ne pas avoir réussi à leur prendre du temps. Ouais, Et pour tout à faire fait une- d'accord avec toi. Pardon, vas-y, Pardon, Charles. Cédric, vas-y. Non, en fait, je voulais juste dire que je suis d'accord avec toi, Baptiste. J'ai l'impression que, à part bien sûr les Mitchelton, ce sont eux les trois gagnants de la journée parce qu'ils n'ont pas perdu de temps. Et c'est ceux qui me semblent les plus sereins et les plus dangereux. Donc, on les a pas vus vraiment être des acteurs offensifs aujourd'hui, mais sur la longueur, c'est eux qui me font l'impression la plus positive. Parce qu'évidemment, Pinot était très fort, Pozzo Vivo aussi, mais est-ce qu'ils prennent pas de temps déjà sur les trois coureurs qu'on vient de mentionner? Et ils ont l'air d'avoir été très actifs, très nerveux, mais finalement pour un résultat assez minime. Donc, c'est peut-être une impression totalement faussée, mais moi, je trouve que Dumoulin et Froome m'ont laissé une impression plutôt positive pour la suite de la course, en tout cas. Pour Dumoulin, par rapport à ce qui s'est passé au Giro précédent, j'ai trouvé que pour cette arrivée en tout cas, la sélection dans le col a été très rapide. Je ne m'attendais pas à une sélection aussi forte. C'est dû aux Astana de Miguel Angel Lopez qui, on a parlé de la chute de Froome, lui aussi s'est cassé la figure. C'est dû aussi aux étapes d'hier et avant-hier, cette sélection très tôt. Et je me posais la question, donc du coup, tu me donnes un peu la réponse. Est-ce qu'on ne va pas avoir une course plus dure que celle de l'an dernier? Si, je suis d'accord. Je trouve qu'on a un peu été déçus par le spectacle proposé des 2 premières étapes siciliennes, mais je pense qu'elles ont fait mal, ces étapes-là. De même que le transfert d'Israël en Sicile a fait mal, que les 220 bornes sous le cagnard dans le désert israélien ont fait mal. Et c'est pas fini, ça va faire encore. Le Giro, c'est une course comme ça. Hein. Il y a les étapes qui font mal, il y a jamais d'étapes un peu anodines, etc. Enfin, si, quand Petacchi en gagnait 9 d'un coup, c'était un peu plus le cas, mais ce temps-là est révolu. Et voilà, il y a l'étape de demain, elle aurait pu, de vendredi, a priori, elle sera sans vent, mais elle aurait pu être risquée avec le vent. Mine de rien, c'est arrivé au sommet samedi, arrivé au sommet dimanche, même si c'est pas non plus des grandes arrivées au sommet, mais voilà. C'est un Giro exigeant et une première semaine vraiment qui va peser. C'est pour ça qu'il faut aussi se méfier, je pense, des gens qui ont virevolté, des coureurs qui ont virevolté dans cette première arrivée au sommet, parce que c'est très long. Et effectivement, ceux qui ont fait un peu les épiciers sont peut-être les vainqueurs in fine, quoi. Oui, et on peut continuer. Mardi, c'est 240 km. Mercredi, il y a une arrivée piégeuse. Donc, c'est vrai que le Giro est quand même un tour très difficile. Et peut-être que ceux qui sont en forme aujourd'hui le seront un peu moins bien dans 15 jours. Mais par conséquent, est-ce que certains coureurs n'ont pas fait une erreur de ne pas tenter d'enterrer définitivement Chris Froome là, pendant ces 3 jours? Qu'il aurait pu prendre plus cher hier pour moi. Aujourd'hui, s'ils sont un petit peu plus malins, ils auraient pu aussi le mettre à 20-30 secondes. Et au final, on pourrait trouver un Froome qui, au lieu d'être à 1 minute 10, se retrouve à 2 minutes, 2 minutes 30 au général, et déjà beaucoup moins problématique pour la 3e semaine. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Ouais, parce que le col était quand même spécial. Aujourd'hui, le si kilomètre à les 15% devant, qu'ils nous annoncent, moi je vois du replat, il y a même des petites descentes. C'est quand même compliqué de faire des écarts là-dessus. Alors c'est vrai qu'ils se sont regardés, mais c'est également pas facile parce que sur des pentes comme ça, à moins de sortir comme Simon Yates en boulet de canon, l'aspiration joue un grand coup. On l'a vu également. Aujourd'hui, si les 4 de devant jouent pas au con, ça peut faire 20 secondes, je pense. C'est possible. Oui, mais ça n'aurait fait que 20 secondes aussi, tu vois. Il n'y avait pas moyen de mettre Froome hors jeu non plus, je pense. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont peut-être dit que le jeu en valait pas la chandelle. Enfin, je veux dire, pour des grandes manœuvres, pas forcément aujourd'hui, mais les 2 premières étapes siciliennes, sans doute que les équipes se sont dit que le jeu valait pas la chandelle, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans l'autre sens, Froome, il va pas les louper s'il peut, quand même. Ah, ça, c'est. Moi, j'ai fou, du mal à y croire. Mais par contre, la question que je voudrais vous poser, messieurs, quel coureur voyez-vous par rapport à leur préparation, je ne vais pas parler forcément du niveau de forme, mais pourrait s'effondrer en fin de Giro? On a parlé de Simon Yates.
Est-ce que vous en voyez d'autres qui sont peut-être arrivés, je vais pas dire cuits, mais déjà un peu entamés par rapport à leur programme de course? Auto Vivo devrait baisser en régime, je pense, à un moment, enfin en haute montagne. Ouais, mais après, Ouais, pas mal de garanties pas quand tant même que ça. sur le Giro. Je sais pas. Parce que, par exemple, Pinot, il est en Ouais, forme, mais il a peu couru quand même. Ouais. Mais pour moi, très le peu coureur couru. qui va gagner le Giro, ça sera le coureur le plus régulier. Ça sera pas forcément le plus fort ou celui qui gagnera le plus d'étapes, ça sera celui qui aura pas de journée sans ou qui perdra pas 20-30 secondes par-ci par-là. Après, pour la suite du Giro, moi, quelque chose qui m'inquiète un peu, entre guillemets, par rapport aux adversaires de Simon Yates, c'est par rapport à ce que disait Baptiste tout à l'heure, avec un nombre d'arrivées qui lui correspondent énormément. Là, on en parle à tête reposée, on sait que ça va l'avantager, qu'il risque de prendre du temps. Mais nous suiveurs comme eux, coureurs, s'ils recommencent à faire 2-3 numéros comme ça, ne vont-ils pas se dire bon, il est imbattable, on peut rien faire, on joue pour la deuxième place, alors que finalement, c'est parce qu'il a des arrivées qui l'avantage. Non, parce que c'est Simon Yates. Personne n'a peur de Simon Yates, je pense. Enfin, clairement. Ouais. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais il a pas le palmarès. Il a gagné Simon Yates. Il C'est pèse vrai. pas. Et d'ailleurs, ce qui... Puis on l'a vu à Confirme Paris-Nice, que il est on incapable dit- d'assumer le poids d'une course en plus. Enfin, il le perd C'est tout vrai. seul, son Paris-Nice. Hein. D'ailleurs, on Est-ce le voit que- à la fin de la course, Thibaut Pinot à l'interview, quand il dit qu'il n'a pas pu suivre ses moyens d'être, il le dit avec le sourire. Il est pas... On sent pas qu'il est inquiet. Cédric, tu veux dire quelque chose? Est-ce que le vrai danger de cette équipe serait pas plutôt Chavez? Parce qu'on parle beaucoup de Simon Yates aujourd'hui, on se dit ouais, il a perdu quelques secondes, s'il était vraiment allé à fond jusqu'au bout, il aurait évidemment devancé son équipier. S'il l'avait fait, il aurait gagné quelques secondes. Mais bon, comme le disait Baptiste, ça aurait peut-être mis une ambiance pas très bonne dans l'équipe. Mais surtout, Chavez, en voulant à tout prix suivre Yates, ça peut peut-être gagné 1 ou 2 secondes, parce que s'il avait été devancé, il aurait peut-être totalement lâché, il aurait perdu, il aurait été repris. Et finalement, c'est une très bonne chose qu'il ait été rattrapé par son coéquipier, parce que ça l'a forcé à se donner à fond jusqu'à l'arrivée. Et peut-être que dans 2 semaines maintenant, vu qu'on est déjà à la fin de la 6e étape, les quelques secondes qu'il aura été cherché en se battant aujourd'hui vont être utiles, en tout cas dans l'optique d'un podium. Et moi, je verrais plutôt Chavez comme véritable leader de l'équipe, en étant caché par celui qui porte quelques jours le maillot rose. Peut-être je me trompe, mais c'est un peu le sentiment que j'ai dans cette équipe. De ce que j'ai pu comprendre de la part d'Oreca, c'est tout pour Chavez. Enfin, c'est ce que disait Algérie avant Voilà. le Giro. Après, ça peut changer. Mais après, pour Chavez, la question, pour moi, elle est la suivante. C'est est-ce qu'on a affaire au Chavez de 2016 ou au Chavez de 2017 quoi, ça va. Ouais, c'est Alors- l'interrogation avec un coureur qui est quand même, qui peut être très irrégulier. C'est ça. Mais en effet, on se souvient. D'ailleurs, c'est lui qui précipite la chute au sens propre, comme vous figurez, de Kruijswijk en 2016. Avec son attaque énorme sur le col Daniel. Chavez, sans un grand Nibali, il gagne le Giro en 2016. Quoi. Oui, il était énorme hein, cette année-là. Et justement, en parlant de la suite du Giro, il s'est passé 6 jours, on est au soir de la première arrivée au sommet. On avait fait notre pronostic d'avant Giro. Maintenant, si vous deviez dégager chacun un favori pour ce Giro, après cette étape, qui serait-il? On va commencer par Cédric. Alors, je vais un peu vous surprendre, mais je dirais Froome, parce que juste avant le début à Jérusalem, il est tombé. On avait l'impression que la malédiction des Sky recommençait sur le Giro, que ça serait une catastrophe. Aujourd'hui, ce matin, on discutait avec Charles sur Facebook, puis on se disait, mais il va peut-être prendre 1 minute, voire même 3 minutes. Et au final, il finit dans le même temps que la plupart des favoris. Donc, il a quand même passé une première semaine qui était très difficile pour lui. Il faut reconnaître qu'il a quand même un mental de vainqueur et de champion. Donc, plus ça va, et plus j'ai l'impression qu'il sera fort et dangereux. Même si son équipe, elle n'est pas très forte, peut-être que je me plante totalement, mais c'est vraiment un coureur qui sera de plus en plus dangereux au fil des jours, donc je mettrai Froome pour l'instant. Est-ce que Charles. quelqu'un... Ouais, moi j'avais dit Thibaut Pinot avant la course et je vais rester sur Thibaut Pinot. C'était plus un souhait, à vrai dire, qu'un vrai pronostic avant la course. Et là, je vois un Thibaut Pinot qui me fait vraiment plaisir. Je le sens bien costaud, régulier, serein et je reste là-dessus. Je vais te suivre, Charles, en parlant de Thibaut Pinot. Pour ma part, il a déjà évité quelques pièges. Il a même récupéré un peu de temps. C'est quand même de ceux dont on parlait aujourd'hui qui étaient très actifs, le seul qui a récupéré un petit quelque chose. J'ai envie d'y croire. Pour le moment, il n'y a pas de raison. Baptiste. Alors moi, je vous préviens tout de suite, je vais craquer.
Euh, je trouve que les plus forts sur ce Giro sont pas des gagneurs et que les gagneurs de ce Giro sont pas les plus forts et que du coup ça peut donner un peu un Giro à pochette surprise. Et il y a quelqu'un qui je trouve très fort et qui m'a fait une grosse impression aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, sur les premières étapes aussi et dans les courses de préparation avant. C'est George Bennett. Et il est sacrément costaud, il grimpe très bien. Les taponnés, il va adorer en fin de 3e semaine. Et s'il tient la route, il peut tout à fait profiter d'un enterrement entre les gros noms, entre les gros bonnets qui se méfieraient pas trop de lui. Et je trouve que voilà, il a vraiment la jambe, il a vraiment il a le niveau quoi. Après, est-ce que il faut que les circonstances l'aident, il faut qu'il prenne pas le maillot trop tôt par exemple parce qu'il n'a pas forcément l'équipe pour le seconder, des choses comme ça. Mais je pense qu'il sera vraiment pas loin du podium final et sur un coup de Trafalgar, voilà, je vous avais prévenu. Hein, Et enfin, Greg. Ben moi, je vois du Moulin. Je vais rester classique sur le tenant. Son équipe, ils se sont débarrassés du maillot de leader qui était peut-être un peu encombrant pour eux, un peu difficile à gérer. Mais puisque Denis et la BMC le voulaient, ils s'en sont débarrassés. Ils n'ont pas la course à gérer. Dumoulin a peu couru cette saison, donc je pense qu'il va monter en puissance. Et donc, j'en fais mon favori, même si ce n'est pas mon coureur préféré. Je pense que Dumoulin reste le favori de ce Giro. Très bien, mais on verra ça sur les prochaines étapes. Donc avant de conclure l'émission, Charles, tu voulais faire un petit clin d'œil à un coureur qui, en peine de galère, vient de s'imposer aujourd'hui. Ouais, j'étais assez satisfait, à vrai dire, de voir la victoire de Nasser Bouhanni aujourd'hui lors de la 3e étape des 4 jours de Dunkerque. Je trouve, c'est un coureur que j'apprécie personnellement de par son caractère. Et j'ai trouvé assez injuste en fait la manière dont il a été traité et l'espèce de pression qui lui est mise de la part de l'équipe Cofidis, même si c'est une équipe que j'apprécie. Il y a des choses qui sont sorties dans la presse et qui ont été programmées pour moi. Et j'ai pas trouvé ça correct du tout. Et, je trouve que la meilleure réponse qu'il pouvait donner, c'est celle d'aujourd'hui, en gagnant une belle étape lors des 4 jours de Dunkerque. Voilà qui est dit. Donc il est temps de conclure cette émission. Donc vous pouvez nous retrouver sur le forum veloclub.net. Sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo et également, si cela vous a plu, à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous donner vos critiques, c'est comme ça qu'on progresse. Et voilà, donc à la prochaine, au revoir tout le monde. Salut. Au revoir.